parler tout de suite avec donc notre invité. Bonjour Meir Masri. Bonjour cher Steve, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Je le disais, vous êtes spécialiste de géopolitique, enseignant à l'université hébraïque de Jérusalem. Libération de 10 otages vivants et de 18 otages morts en échange d'une trêve de 60 jours à Gaza. Dans quelle mesure, Meir Masri, la dernière proposition de Steve Witkoff, en tout cas dans cette première phase, répond-elle au moins partiellement aux objectifs à la fois politiques et militaires fixés par le gouvernement Netanyahou à l'armée? Bon, alors nous sommes clairement dans la prolongation de la première phase du projet de cessez-le-feu qui avait débuté au mois de janvier. La première phase était terminée avec le refus du Hamas de répondre aux exigences israéliennes. C'est la deuxième phase qui consiste à un retrait israélien et la fin de la guerre, et non pas un cessez-le-feu, et non pas une trêve. Ça aurait été c'était une trêve et pas un cessez-le-feu jusque-là. En contrepartie, le Hamas était appelé à déposer les armes et à quitter le pouvoir. Or, il a refusé. Il a refusé de quitter le pouvoir et il a surtout refusé de déposer les armes. À partir de là, l'accord n'a pas connu sa deuxième phase et on s'est contenté d'une prolongation de quelques jours de la première phase et puis après ça s'est arrêté. On a repris les combats au mois de mars. Donc là, nous sommes dans cette même logique. Une trêve, libération d'otages vivants, éventuellement morts aussi, et avec une suspension donc des hostilités pendant quelques semaines, quelques mois, avec une entrée bien sûr plus intensive de l'aide humanitaire. Et voilà. Donc l'espoir pour le Hamas, qu'est-ce qui motiverait le Hamas à accepter? Pour l'instant, le Hamas refuse tout ça, hein, donc juste pour que ce soit clair. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans la logique du médiateur américain, mais aussi dans la logique israélienne, qu'est-ce qui pourrait pousser le Hamas à accepter? Premièrement, gagner du temps. Gagner du temps et puis espérer que pendant ces quelques mois de trêve, il y aurait peut-être une issue. Plus de pression sera exercée sur Israël, un changement de pouvoir à Jérusalem aussi. Peut-être également des changements sur le plan interne palestinien, la disparition de Mahmoud Abbas, qui va bientôt en septembre, je crois, avoir 90 ans. Je veux dire, gagner du temps. Le Hamas cherche à gagner du temps et pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça peut nous permettre de libérer un maximum d'otages vivants, mais aussi de récupérer des corps, c'est toujours une bonne chose. Deuxième élément, c'est que le Hamas n'a pas envie que les otages meurent ou soient tués, parce que c'est quand même la seule carte dont il dispose. Et donc, à un moment donné, il faut bien échanger ces otages contre quelque chose. Parce que je vous signale quand même que si on parvient à prolonger la première phase, ça ne sera pas uniquement libération d'otages contre d'une dizaine ou de 10 contre une trêve un cessez-le-feu provisoire. Il y aura aussi des terroristes palestiniens qui seront libérés par Israël. Voilà, exactement. Des centaines de terroristes vont être libérés. Donc ça c'est aussi, c'est des spectacles de liesse qui vont être dans les villes de Judée-Samarie, c'est très précieux, où le Hamas justement est minoritaire, en tout cas formellement, puisqu'il n'a pas le pouvoir. Et donc ça fait partie bien sûr de la stratégie globale du Hamas. Parce il ne faut pas penser que le Hamas c'est Gaza. Le Hamas est à Gaza, le Hamas est à Ramallah, dans les grandes villes de Cisjordanie, dans les zones A et B. Le Hamas est aussi au Liban, dans les camps de réfugiés, il est en diaspora et en Jordanie. Donc le Hamas, c'est beaucoup plus large que cela. Mais est-ce qu'il est important pour Israël et pour le gouvernement Netanyahou de ne pas être empêché par cet accord de reprendre la guerre, si besoin, dans 2 ou 3 mois? Mais c'est-à-dire que Israël a un objectif stratégique. Cet objectif stratégique est clair, il est bien identifié depuis le premier jour de la guerre, et il consiste à défaire le Hamas totalement et à reprendre le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza. Ça veut dire de revenir d'avant le retrait unilatéral de 2005. Alors cela ne se manifesterait pas forcément, nécessairement par une présence militaire physique comme ce fut le cas par le passé. Et je pense qu'Israël pourrait se contenter d'occuper des positions stratégiques et les grands axes de la bande de Gaza, et sans forcément contrôler toutes les agglomérations civiles. Ça serait accepté par l'administration américaine en particulier?
Oui, bien sûr. Ah oui, moi, je pense que de toute façon, le gouvernement est de mèche avec l'administration Trump. Il n'y a pas de controverse là-dessus. Mais la question, c'est comment, quels sont les mécanismes? Et voilà, les négociations sont en cours. Je pense que c'est une bonne chose que de chercher à atteindre. Pour être très clair et vraiment sans vouloir faire de la diplomatie, Israël a un objectif et demi dans cette guerre. Il y a un objectif entier qui est stratégique, qui est le principal objectif de la guerre, c'est un objectif vital, et qui consiste à défaire le Hamas et à reprendre le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza. Le demi-objectif, c'est de libérer un maximum d'otages, et de corps. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mais je vais vous dire une chose, cher Steve, vous savez, même après avoir libéré tous les otages, il y aura toujours des soupçons qu'il y a encore des corps qui restent, même des otages vivants. Ils vont toujours entretenir. C'est la carte dont ils disposent. Israël a toujours eu ou des otages ou des corps retenus, que ce soit à Gaza, au Liban, en Syrie. On parle de plus en plus de la dépouille d'Eli Cohen. Donc, je veux dire, ça fait partie de la guerre psychologique des ennemis d'Israël. Ça fait partie de la guerre depuis toujours. Seulement aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a eu une démocratisation des moyens de communication. Et puis aussi parce que bon, une partie de la population aujourd'hui est beaucoup plus sensible aussi, il faut dire, quand on voit des anciens premiers ministres comme Ehud Olmert qui dit que les otages c'est le plus important, que c'est l'objectif stratégique de la guerre. Moi je m'étonne parce que bien sûr que c'est un objectif extrêmement important, c'est quelque chose de nécessaire, mais ça n'est pas stratégique dans le sens où si le Hamas venait à exécuter tous les otages, ça ne serait pas une menace pour l'existence même d'Israël. Tandis qu'un retrait de la bande de Gaza, je le dis froidement, un retrait de la bande de Gaza, eh bien, mettrait en danger d'abord Israël, et puis deuxièmement, avec le Hamas qui resterait au pouvoir dans ce cas-là, et avec ses armes, et puis deuxièmement, ce serait aussi un coup pour la force de dissuasion israélienne. Vous vous rendez compte, après tous ces exploits réalisés au Liban, en Syrie, Israël a largement contribué à la chute de Bachar el-Assad et donc à l'éloignement de la menace iranienne de notre frontière nord et plus globalement du Proche-Orient. Et bien venir aujourd'hui, et puis plus les frappes qui ont été encaissées par les Iraniens, des opérations de très grande qualité, et bien aujourd'hui remettre en cause tout cela, ce serait quand même perçu comme, je ne veux pas dire une capitulation, mais comme un recul. Si Israël se retirait de la bande de Gaza et laissait en place le Hamas gouverner avec ses armes, en fait comme si de rien n'était, bien sûr avec beaucoup de dégâts et de pertes également humaines. Mais au final, ça compte pour eux. Je ne pense pas que ce soit l'élément le plus important pour l'adversaire d'Israël. Pour l'axe iranien et pour le Hamas en particulier, ce qui compte le plus, c'est de rester au pouvoir. L'armée israélienne ne devrait se retirer qu'assez partiellement de la bande de Gaza dans le cadre de la première phase de cet éventuel accord Witkoff. Seules les zones récemment conquises seraient, semble-t-il, concernées. Est-ce qu'un retrait plus large aurait, selon vous, nécessairement, malgré 19 mois de longues et de difficiles guerres, nécessairement pour conséquence assez immédiate la reprise par le Hamas et aussi par le djihad islamique de leur bastion dans la bande de Gaza? Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ça, c'est que s'il reste une centaine de membres du Hamas, bah forcément, s'il y a rien d'autre, bah ils vont rester au pouvoir. Il faut comprendre que c'est quand même une dictature qui règne par la terreur, mais aussi par la religion. Il y a une croyance très forte chez beaucoup de Gazaouis que le Hamas, c'est Allah, c'est Dieu, c'est la voie de l'islam, c'est le califat, c'est la race pour les lieux saints de l'islam, etc., etc. Donc il y a cette dimension religieuse aussi qui profite au Hamas et à tous les mouvements djihadistes de manière générale, issus de la mouvance des frères musulmans, comme c'est très connu. Ce qui explique également le fait qu'ils ont réussi à s'accaparer le pouvoir à chaque fois que des régimes se sont effondrés dans le sillage, notamment du printemps arabe. Il y a cet élément-là, il ne faut pas oublier que le Hamas, c'est les frères musulmans, ce qui explique également leur relation avec le Qatar, la Turquie, etc. Donc bien sûr que sans alternative, le Hamas va reprendre le contrôle de la bande de Gaza. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, vous savez, il continue à enrôler des jeunes. Et c'est pour ça qu'Israël tient à distribuer l'aide humanitaire, soit par lui-même, soit par des organisations neutres, ou des sociétés extérieures, mais pas par le Hamas, parce que le Hamas fait pression sur les familles et
exige en contrepartie de la distribution d'aide humanitaire que les enfants, beaucoup de mineurs d'ailleurs, s'enrôlent dans ces rangs. Bien sûr, ça n'est pas des combattants de la même qualité que les terroristes du 7 octobre, naturellement, puisqu'ils n'ont pas été suffisamment entraînés, ils sont trop jeunes, et les conditions également ne sont pas favorables à l'émergence d'une milice de qualité. Mais c'est suffisant pour opprimer les Gazaouis. Donc c'est pas assez pour combattre Israël. Alors justement, sur ces deux derniers points que vous évoquiez, la question de la domination politique du Hamas et la question humanitaire, quel premier bilan, Meir Masri, tirez-vous de l'action de la Fondation humanitaire pour Gaza, qui est chargée depuis le début de la semaine et très pratiquement depuis mardi de distribuer de la nourriture aux Gazaouis. Précisons de manière chiffrée qu'hier, environ 15 000 colis alimentaires ont été distribués sur place. On a assisté, il est vrai, à des scènes assez chaotiques depuis le début de la semaine. Pour autant, les commentateurs israéliens notent, en tout cas certains d'entre eux notent que la population n'a pas suivi les ordres du Hamas de rejeter ce nouvel acteur dans la bande de Gaza. C'est assez remarquable pour être noté également par vous, Meir Masri. Bien sûr. Alors, on regrette quand même que ça ne soit pas plus massif et que ça arrive que maintenant. Mais bien sûr il existe une opposition au Hamas dans la bande de Gaza. Et on entend aussi beaucoup de voix dissidentes, non seulement dans la bande de Gaza, mais aussi à l'extérieur. Et des remises en cause par également des gens qui étaient proches du Hamas par le passé. Le président Mahmoud Abbas, qui s'est exprimé dans des termes très durs, avec des insultes assez osées contre les dirigeants du Hamas également, en leur ordonnant, en leur disant « Libérez les otages, que l'on termine avec cette guerre, vous êtes responsables de cette tragédie ». Et aussi dans les pays arabes, on entend des voix également de plus en plus dans les médias, dans les grandes chaînes, des responsables, d'anciens responsables qui haussent le ton. Alors que jusque-là, ils étaient plutôt dans la compromission par rapport à tout cela. Donc oui, il y a une évolution, mais est-ce que ça suffit? Alors je pense que c'est pas assez. Ça doit être beaucoup plus. Et c'est pour ça que la pression militaire paye, et puis le temps qui passe. Je veux dire, à un moment donné, c'est une guerre contre le terrorisme dont il est question, dans des zones extrêmement peuplées. Donc, on ne pouvait pas faire plus tôt, plus rapidement. Si vous comparez ça à la guerre, par exemple, menée contre la vague de terrorisme qu'a subi Israël au début des années 2000, médiatiquement connue sous deuxième intifada, deuxième soulèvement, il n'y avait pas de soulèvement, c'était des attentats partout, des attaques suicides essentiellement. Eh bien, cette guerre a duré 3 ans quand même, dans la bande de Gaza, dans les territoires autonomes de Judée-Samarie. Et donc ça prend du temps. La défaite de Daesh, ça a mis 2 ans. Les États-Unis, avec une coalition composée de plus de 30 pays, dont des grandes puissances, ont mis quand même 2 ans pour défaire Daesh. Et Israël seul, isolé aussi bien sur le plan régional qu'international, combattant sur 7 fronts, je pense qu'1 an et demi, avec en plus plusieurs trêves au milieu. Et je pense que c'est tout à fait raisonnable. Il faut juste tenir sur la même ligne. Il y a une conduite qui est cohérente de la guerre. Alors bien sûr, on ne parle pas de l'échec du 7 octobre et tout cela est bien sûr remis pour la fin de la guerre et ceux qui y ont fauté devront être jugés. Mais je parle de la conduite de la guerre depuis le 7 octobre. On constate quand même qu'il y a une cohérence, une continuité et très très claire. Et Israël n'a pas zigzagué. Tandis que l'autre partie, oui, ils ont reculé, ils ont révisé à la baisse leurs revendications, que ce soit le Hamas ou ses alliés régionaux. Que je voudrais vous poser, Meir Masri, est-ce que du point de vue de l'administration américaine, il peut exister un lien entre la guerre à Gaza et le dossier iranien? Est-ce qu'Israël pourrait obtenir davantage de choses et dans le cadre des discussions menées actuellement via la médiation du sultanat d'Oman entre les États-Unis et l'Iran, en lâchant un peu prise côté Gaza, en acceptant cet accord Witkoff? Je ne pense pas vraiment que ce soit très lié, parce que le problème avec l'Iran porte essentiellement sur la question nucléaire. C'est ça véritablement le sujet. Sur le rôle iranien dans la région, là je pense qu'il y a un consensus israélo-américano-arabe. Les pays arabes également sont très concernés et voient d'un œil favorable les efforts israéliens visant à éloigner la menace iranienne de la région, à désarmer le Hezbollah, à désamorcer l'ensemble des milices, le rôle également qu'a dans la chute du régime de Bachar al-Assad, tout cela. Et d'ailleurs, on le voit et il s'exprime tout à fait, notamment dans les pays du Golfe.
de la manière la plus claire et la plus explicite. Maintenant, sur la question nucléaire, là, il peut y avoir évidemment des désaccords. Non pas sur le plan stratégique, parce que les Américains sont fondamentalement opposés à une nucléarisation de l'Iran, mais sur le plan tactique. Je dirais qu'il y a deux différents fondamentaux. Pour conclure, beaucoup d'Américains considèrent, je ne sais pas à quel point c'est le cas pour l'administration actuelle, mais ce fut le cas sur l'administration Biden, beaucoup d'Américains considèrent qu'une guerre avec l'Iran serait plus risquée qu'une nucléarisation qui finalement est incertaine du régime iranien. Et le deuxième différent porte sur la définition même d'une menace iranienne. Pour Israël, même un Iran à l'état du seuil est une menace nucléaire. Tandis que pour les Américains, la menace nucléaire, c'est l'accession à la bombe nucléaire. Mais pendant l'Israël, le fait que l'Iran puisse avoir des capacités d'enrichissement très élevées qui lui permettraient de passer à la fabrication d'une première bombe en un temps court, c'est une menace nucléaire inacceptable pour Israël, du point de vue israélien. Merci beaucoup, Meir Masri, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de relations internationales et professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Merci encore de votre disponibilité. Bon après-midi à vous. Avec grand plaisir. Shabbat shalom. Shabbat shalom.